Bien content d'être revenu au Maroc pour la troisième fois. J'ai préparé une présentation avec le collègue Clermont-Gauthier sur la création d'un climat positif en salle de classe et de favoriser un environnement qui permet d'une part l'enseignement et d'autre part l'apprentissage des élèves. Pour les besoins de la présentation, je serai seul. Je vais donc faire la présentation comme un grand garçon. Et Clermont sera demain à la plénière pour parler de la mise en œuvre de la réforme au Maroc, puisque nous avons été, lui et moi, fortement impliqués dans cette réforme-là depuis 2022. Alors, si on regarde le plan de la présentation que je vous propose, au départ, rapidement, identifier l'importance des données probantes pour être capable de répondre à la question qui est posée. C'est-à-dire, quels sont les meilleurs programmes au plan de la recherche qui ont démontré leur efficacité pour créer un climat positif et favoriser l'apprentissage des élèves. Ensuite, je vais parler de la gestion efficace des comportements ou de la gestion de la classe, c'est un peu la même chose, sous deux volets. C'est-à-dire d'abord des interventions qu'on appelle préventives. Quels sont les gestes qu'un enseignant doit utiliser pour favoriser auprès des élèves à qui il enseigne l'adoption des comportements désirés? Je vous donne un exemple concret. Un enseignant qui circule en classe et qui ne fait jamais le même trajet, parce que si je suis prévisible comme une horloge suisse, l'élève en trouble de comportement comme moi sait exactement à quel moment je peux faire une bêtise. Mais si l'enseignant est imprévisible, il circule constamment, un enseignant qui circule en classe a 50 % moins de problèmes de discipline que celui qui reste assis à l'avant. 50 %. C'est la première stratégie qui doit être enseignée dans tout bon cours de gestion de classe, et on sait ça depuis au moins 60 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle de la prévention. Mais parfois, les stratégies préventives ne permettent pas d'obtenir les comportements désirés. À ce moment-là, on ne peut pas tolérer l'intolérable. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir également ce qu'on appelle des mesures correctives. C'est-à-dire, que fait-on lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves n'adopte pas les comportements désirés malgré la prévention qui a été tentée? Et on se gardera un temps pour faire une bonne synthèse et une bonne conclusion. Alors, je l'ai mentionné dans le plan, moi j'ai la profonde conviction qu'en éducation, partout sur le globe, on doit être aussi sérieux que nous le sommes en médecine. On doit prendre appui sur des stratégies dont l'efficacité a été rigoureusement montrée. Pourquoi? Pour favoriser l'apprentissage du plus grand nombre. Et malheureusement, dans beaucoup d'universités ou de centres de formation des enseignants un peu partout à travers le monde, il y a plusieurs théories qui sont enseignées qui n'ont aucune preuve de leur efficacité. Et je vous donne deux exemples concrets et je risque de vous bousculer. Les styles d'apprentissage, visuel, auditif, kinesthésique. Le tout est enseigné depuis les années 60. Écoutez-moi bien. Aucune recherche rigoureuse depuis 60 ans a montré que lorsqu'un enseignant enseigne selon les styles d'apprentissage, qu'il améliore le rendement des élèves. Aucune. En fait, moins on s'occupe de ça, mieux c'est. Deuxième exemple, les intelligences multiples d'Howard Gardner. Aucune preuve d'efficacité, et pourtant on parle de ça depuis les années 80. Ce n'est pas parce qu'une théorie est populaire en éducation qu'elle est scientifiquement fondée. Et imaginez l'enseignant qui essaie de mettre en œuvre une théorie qui n'est pas efficace. Quel est le danger? C'est que l'enseignant se remet en question, finit par douter de ses propres compétences et pourrait même, chez nous, quitter le métier. Alors qu'il n'a pas à se questionner, la pratique n'a jamais démontré son efficacité. D'où l'importance de recourir à ce qu'on appelle des données probantes. Donc, quand on regarde les synthèses de recherche expérimentales rigoureuses qui ont été faites sur la perception d'un climat scolaire positif, autant du côté des enseignants que du côté des élèves, il y a un programme qui se démarque des autres
et c'est ce qu'on appelle PBIS aux États-Unis, c'est-à-dire Positive Behavior Intervention in Sport, qui est appliqué actuellement aux États-Unis dans 25 000 écoles, 32 pays, et chez nous au Québec, il y a 30 des centres de services scolaires, c'est-à-dire l'équivalent de vos académies, qui ont implanté ce programme-là à l'aide de mon équipe de recherche. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce programme-là, vous avez à l'écran environ une année de lecture à temps plein, 24 heures par jour, 365 jours durant l'année. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans que ça existe aux États-Unis, donc vous comprendrez qu'ils ont énormément de ressources. Nous avons traduit le programme en français sous le nom « Le soutien au comportement positif ». Donc, il y a beaucoup de stratégies que je vais vous présenter qui proviennent de ce programme-là. Alors, c'est quoi le SCP? C'est un modèle de réponse à l'intervention comportementale qui propose un ensemble de pratiques et de stratégies éducatives au sein de l'école et dans les classes afin, d'une part, prévenir et gérer efficacement les écarts de conduite des élèves et, d'autre part, établir et maintenir un environnement qui favorise l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un système où on propose au départ de mettre en place ce qu'on pourrait appeler des interventions universelles, c'est-à-dire des interventions qui s'adressent à tous les élèves, fondées sur des données probantes. Ensuite, nous sommes tout à fait conscients que malgré l'emploi de ces stratégies-là, il y aura tout de même des élèves qui auront des difficultés comportementales. Donc, à ce moment-là, nous allons ajouter, pour ces élèves-là, un palier d'intervention supplémentaire. C'est pour ça qu'on l'appelle un modèle de réponse à l'intervention. Et même au deuxième palier, toujours fondé sur des données probantes, nous allons tout de même avoir des élèves qui, malgré un bon premier palier, un deuxième palier, il y a des élèves qui ont des problématiques encore plus importantes qui vont nécessiter à ce moment-là une intervention qui est presque à faire en mode individuel avec des gens qui ont une connaissance assez fine des problématiques de ces élèves-là. Pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler seulement du premier palier, mais vous devez savoir qu'il y a des paliers supplémentaires pour des élèves qui, malgré un bon boulot fait au départ, ça ne semble pas être suffisant. Donc, j'ai déjà écrit là-dessus en 2016 avec Clermont un ouvrage complet sur le comportement et une bonne partie des stratégies qui ont été écrites dans cet ouvrage-là se sont retrouvées dans le référentiel que Clermont et moi, on a déposé à votre ministère de l'Éducation qui a orienté grandement la réforme actuelle. Alors, quand on se parle de gestion de comportement, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau de la classe, on doit le considérer comme un système à l'intérieur duquel il y a 3 engrenages. L'engrenage le plus important, et vous le voyez à l'écran, c'est mettre en place des interventions préventives. Mais quand la prévention ne fonctionne pas, nous devons intervenir, donc on a besoin d'interventions correctives, et ces interventions-là doivent être pensées et planifiées à l'avance. Quand une année scolaire commence, c'est le temps d'installer ce qu'on appelle des routines. Les élèves doivent savoir, quand j'arrive en classe, qu'est-ce que je dois faire. Quand c'est le temps de partir pour la récréation, qu'est-ce que je dois faire. Au retour de la récréation, qu'est-ce que je dois faire avant de partir pour le repas, et ainsi de suite. Plus il y a de routines dans une classe, moins il y a de difficultés comportementales. Moins il y a de routine, plus c'est le chaos. Et les élèves qui ont des défis sur le plan du comportement sont allergiques à un environnement qui n'est pas structuré et qui est prévisible. Alors, une bonne gestion de comportement, la recherche nous dit 80% des interventions sont de nature préventive. Quand on dit d'un enseignant qu'il a une bonne gestion de classe et que nous allons l'observer, sur 10 interventions réalisées, 8 sont de nature préventive et 2 sont de nature corrective et elles ont été pensées et planifiées dès le début de l'année scolaire. Alors, je vais commencer par vous présenter les interventions préventives. Je n'ai pas la prétention de couvrir tout ce thème-là. Chez nous, à l'université, ça fait l'objet d'un cours de 45 heures. Donc, vous comprendrez que dans le temps que j'ai, je n'ai pas le temps de tout voir, mais j'ai sélectionné quelques stratégies qui me semblent indispensables. Donc, au niveau préventif, la stratégie numéro 1, et vous verrez que ce n'est pas une grande révélation, c'est d'établir avec le groupe d'élèves une relation positive.
Si la relation est de piètre qualité entre un enseignant et son groupe d'élèves, l'année sera longue, autant pour les élèves que pour l'enseignant. Donc, je vais présenter quelques stratégies pour établir ce type de relation-là. 2, créer un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible et positif. Et on va voir aussi quelques stratégies à ce sujet-là. Ensuite, l'encadrement des élèves. C'est ce que moi j'appelle une surveillance bienveillante. Ensuite, 4, l'organisation de la classe. Une classe qui est bien organisée amène les élèves à être affairés. Il y a peu de temps mort, peu de coupures, peu d'interruptions. Et plus les élèves sont occupés et affairés, moins ils pensent à faire autre chose que ce qui est demandé. Et finalement, un enseignement qui est efficace, c'est-à-dire un enseignement qui provoque la réussite des élèves. Un élève qui vit constamment l'échec en salle de classe, c'est très difficile de rester gentil et agréable, non seulement avec les autres collègues, mais aussi avec l'enseignant. Donc, je vais les reprendre une par une et on va voir quelques stratégies. Je commence par les relations positives. Il y a 2 grandes interventions à mettre en place pour créer une relation intéressante entre un groupe d'élèves et son enseignant, son enseignante. D'abord, c'est important que l'enseignant croit dans la réussite des élèves. C'est ce qu'on appelle en anglais « high expectation ». Les attentes envers les élèves doivent être élevées. Réalistes, oui, mais élevées. Parce que si l'élève a la conviction que monsieur ou madame ne croit pas en lui ou en elle, c'est difficile de rester gentil dans ce contexte-là. Et l'autre intervention, c'est interagir avec les élèves. Je ne peux pas développer de relation avec quelqu'un si je ne parle pas avec ce quelqu'un-là. Donc, je dois interagir avec les élèves et c'est encore plus vrai pour les élèves qui ont des difficultés comportementales. L'élève qui a des difficultés comportementales, souvent, a beaucoup plus besoin de l'enseignant pour améliorer ses comportements que celui ou celle qui a tendance à obéir à toutes les fois que je demande quelque chose. Donc, on doit montrer aux élèves qu'on a des attentes élevées envers tout le groupe. Et la recherche nous recommande de le faire. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. Vers la fin des années 60, il y a un psychologue aux États-Unis qui s'appelle Robert Rosenthal qui avait découvert qu'il existe en éducation le pendant de l'effet placebo. C'est-à-dire, on sait en médecine que lorsqu'on fait des études qu'on appelle à double aveugle, on donne à un groupe de patients un traitement ou une pilule réelle qui va améliorer leur santé, mais ils ne le savent pas, et on donne à un autre groupe une pilule de sucre ou une pilule de farine, et ils ne le savent pas. C'est pour ça qu'on l'appelle double aveugle. On s'est aperçu que dans le groupe qui recevait la pilule de sucre ou de farine, parfois 30, 40 et 50 des patients amélioraient leur état de santé sans même avoir reçu le traitement réel. C'est quoi ça? C'est l'effet des attentes, c'est la croyance du patient dans l'efficacité du traitement et du médecin. Rosenthal a découvert la même chose dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire il a constaté que lorsqu'on annonce à des enseignants qu'ils ont dans leur groupe des élèves très performants, même si ce n'est pas le cas, et qu'on vient revoir ensuite de ça ces enseignants-là après quelque temps, on s'aperçoit que ceux qui ont été identifiés comme étant soi-disant des doués ou des surdoués, alors que ce n'est pas le cas, améliorent de façon considérable leurs résultats. Donc, les premiers papiers à ce sujet-là ont été publiés dans les années 60. Mais nous avons une recherche plus récente qui a été réalisée avec le même Rosenthal en 2016. Je ne sais pas quel âge il a, mais je sais qu'il en a plus de faits que ce qu'il lui reste à faire. Et cette fois-ci, les attentes ont été vérifiées avec des élèves dans des salles de classe, particulièrement au primaire et au secondaire, et on a reproduit en 2016 exactement le même type de résultat que ce qui avait été obtenu vers la fin des années 60. Donc, c'était vrai dans le passé, c'est toujours vrai au moment où on se parle. Donc, si j'arrive en classe avec une attitude plutôt négative, avec des attentes qui sont basses envers les élèves, je risque moi-même d'adopter des comportements qui vont confirmer mes croyances et je risque d'obtenir
en bout de course, de la part des élèves, des comportements plutôt négatifs. Mais si je me dis, je vais essayer de faire de mon mieux, j'ai des attentes élevées, oui, mais elles sont réalistes. Ce n'est peut-être pas tous les élèves qui vont devenir médecins, et c'est peut-être pas souhaitable non plus, mais j'ai des attentes élevées envers tous ceux qui sont devant moi. Si j'ai ce type d'attitude-là, je risque moi-même d'adopter des comportements plus positifs et d'obtenir de la part des élèves du positif. On doit conscientiser que le positif en salle de classe attire le positif. Mais si je m'adresse à Normand seulement pour lui faire des reproches et que Normand apprend que pour obtenir mon attention, il doit faire des comportements inadéquats, il va continuer de faire ces comportements-là. Donc, le positif attire le positif, mais malheureusement, le négatif attire le négatif. Ensuite, autre chose, pour développer des relations positives, encore faut-il interagir avec les élèves. Donc, si on interagit avec eux, on s'approche, pas trop proche pour entrer dans leur bulle, mais pas trop loin pour que l'élève ait la conviction que je veux avoir un échange avec lui. Donc, généralement, une distance d'environ 1 mètre. Ensuite, on les regarde, on les interpelle par leur prénom, on leur pose des questions ouvertes. Une question qui se répond par oui ou non, ça ne fait pas une conversation d'une très grande durée, là. Et j'essaie d'avoir une expression faciale appropriée. J'essaie de sourire en salle de classe. Ça m'est déjà arrivé de dire à certains de mes collègues au secondaire, si tu es content d'être à l'école, là, tu devrais le dire à ton visage, parce que ton visage ne le sait pas. Et si tu entres en classe avec ce visage-là, c'est difficile pour les élèves de percevoir que tu sembles content d'être ici à l'école. Donc, le positif attire le positif. Ensuite, accueillir les élèves à la porte. Un geste qui est vieux comme le monde. Bonjour Pierre, bonjour Jean. Ça me permet de voir qui arrive de bonne humeur, qui arrive en maugréant, à qui je devrais porter attention. Si, par exemple, j'enseigne au secondaire, ça peut me permettre de voir qui arrive avec son matériel, qui n'a pas le matériel, les retourner à leur casier si c'est nécessaire. Donc, ça me donne déjà le pouls avant même que l'année scolaire, pas l'année, mais la journée scolaire commence. Les enseignants qui accueillent les élèves à leur porte ont nettement moins de problèmes de discipline que ceux qui ne le font pas. Très bien documenté par la recherche, autant au secteur élémentaire qu'au secteur secondaire. Ensuite, essayez d'avoir un nombre d'interactions positives 4 fois plus élevé qu'une interaction de nature négative. Une interaction négative, c'est « ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, ne fais pas cela », etc. Une intervention positive, ça peut être d'être à la porte et de dire « Bonjour Pierre ». Bonjour Pierre, c'est une interaction de nature positive. Ça ne veut pas dire nécessairement féliciter l'élève. Ça veut dire interagir avec lui où il n'y a pas de critique. Donc, le ratio peut paraître élevé, mais si vous êtes à la porte et que vous accueillez 25 élèves, vous venez de placer dans votre poche arrière 25 interventions positives. Je pense que je peux faire 3-4 interventions de nature corrective. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le ratio peut paraître élevé, mais vous devez comprendre qu'intervention positive ne veut pas dire de féliciter constamment les élèves. C'est d'interagir avec eux où il n'y a pas de critiques ou de reproches qui sont adressés. Ensuite, une autre stratégie bien documentée et vieille comme le monde, utiliser l'humour sans tomber dans un contexte de zizanie, mais quand les élèves sont capables d'esquisser un sourire en salle de classe, ça leur fait plaisir. Les enquêtes auprès des élèves depuis les années 30, lorsqu'on leur demande quelles sont les caractéristiques d'un bon enseignant, depuis 1933, les élèves répondent « un enseignant qui a un bon sens de l'humour ». Donc, ça ne date pas d'hier. Ensuite, créer un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible et positif. Comment allons-nous faire cela? Les comportements auxquels vous vous attendez de la part des élèves doivent être enseignés au même titre qu'on enseigne la lecture, l'écriture et les mathématiques. Nous arrêtons de dire ce que l'on attend et nous les enseignons. Moi, le théorème de Pythagore, là, je l'enseigne au secondaire. C'est la raison pour laquelle les élèves l'apprennent. On arrête de dire nos règles
et nous les enseignons. Voici pourquoi, quand un élève ne sait pas lire, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? On lui enseigne la lecture. L'élève ne sait pas nager, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? On lui enseigne la natation. Il ne sait pas multiplier, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? On lui enseigne la multiplication. Mais quand un élève ne sait pas se comporter de la bonne façon, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? On le punit ou on lui enseigne? Pourquoi nous ne sommes pas capables de terminer la dernière phrase comme les autres? Imaginez qu'on ferait cela avec la lecture. Tu ne sais pas lire, je vais te punir. Et avec la punition, tu vas apprendre à lire. Non, voyons, Steve, ça n'a aucun sens. Oui, mais pourquoi on fait ça que le comportement? La punition n'enseigne rien. La punition te dit, tu n'as pas le droit de faire ceci. Elle ne te dit pas ce que tu as le droit de faire et encore moins de l'enseigner. On doit conscientiser que les élèves n'apprennent pas ce qu'on leur dit. Ils apprennent ce que l'on enseigne. C'est la raison pour laquelle on s'appelle des enseignants. On enseigne quelque chose. Donc, voici une procédure pour enseigner les comportements en salle de classe. Donc, vous allez identifier les valeurs les plus importantes de votre école. Exemple de valeurs, le respect, la responsabilité, l'autonomie, l'engagement. Souvent, à l'intérieur des projets éducatifs des écoles, il y a généralement des valeurs qui sont préconisées. Ensuite, vous allez identifier à l'intérieur de votre salle de classe les principaux moments de vie, c'est-à-dire les principales activités que vous avez l'habitude d'utiliser. Exemple, si vous faites des présentations aux élèves, c'est un moment de vie. Si vous leur demandez de travailler en équipe, c'est un autre moment de vie. Lorsque vous leur proposez de travailler seul, c'est un autre moment de vie. Donc, vous allez identifier chacun des principaux moments de vie de la classe et ensuite, on va transformer chacune des valeurs en comportements observables et vérifiables. Donc, si par exemple, vous dites, pour moi, le respect, c'est important. Bon, lorsqu'un enseignant fait une présentation en salle de classe et qu'on veut que les élèves soient respectueux, qu'est-ce que je vais voir et qu'est-ce que je vais entendre d'un élève qui est respectueux? Quand je demande aux élèves de travailler en équipe et que je veux obtenir du respect, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais entendre? Donc, on prend des concepts flous, qu'on appelle des valeurs, et on les transforme en comportements attendus pour chaque moment de vie de la classe. Et lorsqu'on formule nos comportements, toujours formulés avec le « je », parce que le « je » est plus impliquant, et toujours formulés positivement. On essaie d'éviter les « ne pas », parce que le cerveau ne traite pas la négative. Si je vous dis « ne pensez pas à un cheval vert », à quoi êtes-vous en train de penser? Un cheval vert. Quand on dit à un élève, on ne court pas dans le corridor, que voit-il? Quelqu'un qui court. Donc, on lui demande, fais le contraire de ce que tu vois dans ta tête. Trop compliqué. On circule à droite et en silence. C'est ça qu'on voit et c'est ce que je vais faire. Donc, voici un exemple de travail qui a été réalisé à la fin du primaire, début du secondaire, par un groupe d'enseignants. On a donc sur le côté gauche, de façon verticale, les 3 valeurs de l'école, le respect, la responsabilité et la collaboration, les principaux moments de vie des enseignants, les présentations qu'ils ont à faire, des périodes de travail individuel, des périodes de travail d'équipe, et il y a des transitions puis des déplacements à l'intérieur de la classe. Donc, qu'est-ce que c'est être respectueux dans les transitions et les déplacements? Je garde mes mains puis mes pieds pour moi. C'est ça, être respectueux. Et tous ces comportements-là, sans exception, vont être enseignés dans les 2 premières semaines de l'année scolaire. Et toujours enseignés en contexte réel, pas de devinette. Les troubles de comportement comme moi, on est des spécialistes pour deviner autre chose que ce que vous souhaitez. Donc, vous allez m'enseigner les comportements attendus lors d'une présentation en réalisant une présentation. Vous allez m'enseigner les règles du travail d'équipe en me proposant une tâche à réaliser en équipe. Pas de devinette. Ensuite, on peut faire exactement le même exercice au niveau de l'école entière. Donc, on se forme un comité comportement représentatif des différents membres de l'école et ensuite de ça, on identifie
tous les lieux où les élèves peuvent se retrouver. Le transport scolaire, corridor et escalier, B118, dans ce cas-ci, c'est un local de retenue pour les élèves, la cour extérieure, cafétéria, toilettes, etc. Les 3 valeurs, c'est une école secondaire, le respect, la réussite et la responsabilité. Et on a identifié tous les comportements minimaux qu'on souhaite avoir dans tous les lieux où les élèves peuvent se retrouver. Et tous ces comportements-là seront enseignés en contexte réel et dans les 3 premières semaines de l'année scolaire. Pas de devinette. Leur demander d'être respectueux, là, c'est du japonais. Je n'ai aucune idée ce que c'est. Le respect pour moi et le respect pour monsieur, ça peut être complètement différent. Donc, on va s'entendre, on va le matérialiser et nous allons le concrétiser. Donc, les attentes des élèves, une fois que nous les avons identifiées, nous allons les présenter de façon explicite et nous allons aussi expliquer aux élèves pourquoi on leur demande d'adopter ces comportements-là. Parce que les élèves, généralement, particulièrement au secondaire, passent leur vie à nous demander pourquoi. Donc, on va déjà y penser quelles sont les raisons qu'on va leur donner pour adopter ces comportements-là. Ensuite, nous allons afficher les comportements attendus à l'intérieur de la salle de classe et dans les différents lieux de l'école où les élèves peuvent se retrouver, les comportements attendus sont affichés. Les comportements de la salle de bain sont affichés dans la salle de bain. Les comportements attendus, si vous avez une salle pour les repas, sont affichés dans la salle des repas. Pas de devinette. Et ça devient un outil d'intervention pour le personnel. Quand c'est affiché sur le mur, j'ai simplement à pointer à l'élève, regarde là, ce qui est demandé, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire, oui ou non? Donc, à ce moment-là, ça devient un outil puissant pour être capable d'intervenir. Et tous les comportements vont être enseignés avec l'enseignement explicite dont Nuno Crato a parlé ce matin, c'est-à-dire avec modelage, pratique guidée. Ceux qui sont dans les écoles pionnières, c'est quelque chose que vous connaissez. Je vais le faire devant toi. Nous allons le faire ensemble et tu seras en mesure de le faire seul à ton tour. Modelage, pratique guidée, pratique autonome. Donc, la procédure pour enseigner les comportements, c'est la même chose qu'en lecture, écriture, mathématiques. Donc, on présente le comportement. On utilise des pictogrammes si les enfants ne savent pas lire, avec les tout-petits, par exemple, en maternelle. On explique le pourquoi de la routine ou du comportement. Et ensuite de ça, je vais te le montrer. Je vais faire le comportement devant toi. Et pour être sûr que tu comprends bien, je vais te montrer son contraire, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et ensuite de ça, au niveau de la pratique guidée, on va demander à quelques élèves de venir devant le groupe et de pratiquer uniquement les exemples. Ce n'est pas nécessaire de les faire pratiquer les contre-exemples. Ils sont déjà très compétents pour être capables de faire ça. Donc, on va pratiquer les comportements souhaités et en bout de course, ils seront capables de le faire seuls. Donc, vous avez un exemple d'un enseignant au secondaire qui est allé à la bibliothèque et on enseigne à la bibliothèque les comportements attendus de la bibliothèque. La bibliothèque, ce n'est pas la salle des repas. Donc, c'est toujours enseigné en contexte réel. Ensuite, on peut construire un plan de leçon d'enseignement explicite pour les comportements. Donc, vous avez ici le moment de vie qui s'appelle transition et déplacement. C'est les enseignants de fin primaire et début secondaire qui avaient un des moments de vie, transition et déplacement. Et là, vous retrouvez 5 étapes. Donc, l'étape 1, c'est le quoi enseigner. Ce sont les valeurs qui ont été choisies, puis les comportements qui correspondent aux transitions et aux déplacements. L'étape numéro 2, c'est le pourquoi. Quelles sont les raisons que nous allons donner aux élèves? Et ensuite de ça, c'est le modelage. Voici ce que je vais faire devant toi qui correspond au comportement désiré. Voici ce que je veux et je vais même te montrer ce que je ne veux pas. Et ensuite de ça, pratique guidée, pratique autonome. Ça va être la même chose pour chaque moment de vie. J'ai un plan de leçon pour présentation, un plan de leçon pour travail d'équipe, un plan de leçon pour travail seul, un plan de leçon dans ce cas-ci pour transition et déplacement. Puis ça va être la même chose au secondaire. Tous les lieux où les élèves peuvent se retrouver, il y aura un plan de leçon d'enseignement explicite des comportements attendus, avec un modelage, une pratique guidée et une pratique autonome. C'est la même recette. Au lieu de la faire seulement dans une classe, on la fait dans tous les lieux où les élèves peuvent
se retrouver. Vous avez un exemple de ce qui s'est fait dans une école secondaire avec le transport scolaire. Chez nous, les distances sont tellement grandes qu'on doit voyager les élèves avec des autobus. Donc, nous allons enseigner aux élèves comment être, dans ce cas-ci, respectueux, responsable et des comportements de réussite avec monsieur le chauffeur. Donc, ça va s'enseigner dans le transport scolaire et non pas dans la classe. La classe, ce n'est pas un autobus, ce n'est pas un transport scolaire. Donc, toujours enseigner en contexte réel. Vous avez l'exemple, quand je parlais d'afficher les comportements attendus, c'est dans une école secondaire, c'est la salle des repas. Donc, j'ai la valeur qui est identifiée et les comportements minimaux qui y correspondent. On doit toujours identifier le minimum, pas le maximum. Pourquoi? Parce qu'on va devoir l'enseigner. Ensuite, toujours au niveau préventif, installer puis enseigner des routines. Je l'ai mentionné dès le départ. Les routines importantes au primaire, le début puis la fin d'une journée, avant la récré, après la récré, le retour du midi. Vous connaissez ces routines-là. C'est important que ce soit très clair pour les élèves. Au secondaire, c'est le début d'un cours, la fin d'un cours et aussi les transitions. C'est-à-dire quand on demande, par exemple, OK, vous rangez tel matériel et vous allez sortir autre chose, ça doit se faire rapidement en salle de classe. On ne doit pas perdre de temps avec ce type de moment-là. Ensuite, convenir avec les élèves d'un signal du silence. C'est-à-dire, quand vous avez besoin de vous adresser à eux, vous avez quelque chose à leur dire, ils sont en train de travailler, ça doit se faire rapidement. Moi, ce que j'utilise depuis, ça doit faire au moins 30 ans. À partir du moment où les élèves entendent que je viens te frapper dans les mains, tu as 5 secondes pour terminer ta phrase, les yeux et les oreilles à l'avant, c'est en avant que ça se passe. C'est une routine qui devient installée pour que je sois capable de maximiser ce qu'on appelle le time on task, c'est-à-dire le temps consacré à l'enseignement et à l'apprentissage. Ensuite de ça, 3, l'encadrement des élèves. Donc, une des premières stratégies, ce n'est pas parce qu'un comportement a été enseigné en début d'année que les élèves vont l'adopter à tous les jours et pendant toute l'année scolaire. On doit revenir sur les règles ou les comportements que l'on désire, surtout au retour d'un congé. Plus le congé a été long, moins la mémoire des élèves se rappelle des comportements attendus. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. On n'attend pas que les choses ne se passent pas bien. On recommence en disant aux élèves, j'ai une période de travail d'équipe à vous proposer. Quels sont les comportements qu'on avait identifiés en début d'année? On va se remettre le tout en tête et ensuite, nous allons faire notre travail en équipe. Ensuite, supervision constante des élèves. On doit avoir des yeux partout autour de la tête. On ne doit pas, lorsqu'on travaille en classe, travailler uniquement avec un élève sans regarder constamment ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on appelle la vigilance, être capable de voir tout ce qui se passe pour que les élèves aient la conviction que monsieur ou madame voit tout. Par exemple, Normand n'a pas commencé son travail, il est au fond de la classe. Normand, hein? Est-ce que tu peux commencer ton travail? Et Normand se dit, ah, comment il ou elle fait-il ou fait-elle pour savoir que je n'ai pas commencé à travailler? C'est parce que vous regardez constamment l'environnement devant vous. Ensuite de ça, toujours au niveau de l'encadrement, les élèves difficiles ou les élèves qui sont plus vulnérables doivent être très proches de l'enseignant, à la portée de la main, pour être capable rapidement de les ramener au niveau, par exemple, de l'attention. Je pourrais convenir avec les élèves que si je passe devant toi et que sur ton pupitre ou sur ton bureau, je fais « je n'ai pas besoin de te parler, tu n'es pas en train de faire ce qui est demandé ». Donc, si les élèves plus vulnérables sont proches de moi, et je vous ai déjà recommandé de circuler, à ce moment-là, en quelques pas, je peux ramener les élèves qui ont besoin de mon aide au niveau de leur attention. Ensuite, toujours valoriser les élèves qui adoptent les comportements désirés. Pierre, tu as levé la main pour demander de l'aide, c'est une belle marque de respect, comment puis-je t'aider? Je renforce verbalement les bons comportements
les élèves, ça encourage les élèves à refaire la même chose la prochaine fois. Ensuite, une classe qui est bien organisée. Le mobilier disposé de façon à ce que tous les élèves puissent voir les démonstrations et les explications. Parfois, on se promène dans certaines classes, puis les élèves doivent se tourner le cou pour être capables de voir ce qui se passe à l'avant. Une classe qui est bien organisée, les élèves, de façon aisée, voient ce qui se passe à l'avant. Ensuite, le matériel de support, dictionnaire, grammaire, etc., est facilement accessible pour les élèves et j'ai une procédure pour aller chercher et une procédure pour ramener. Si, par exemple, j'ai 30 élèves, ils sont tous en table de 2, j'ai 4 tables au départ jusqu'au fond. La première rangée de tables se lève lorsque le dernier s'assoit, la deuxième rangée de lève se lève lorsque la troisième rangée, et ainsi de suite, ordonné. Même chose pour ramener le matériel. Sinon, c'est le chaos. Ensuite, toujours au niveau de l'organisation de la classe, le matériel pédagogique est préparé pour organiser à l'avance. Si j'ai des feuilles à distribuer et que j'ai 4 rangées de tables et qu'il y a 7 ou 8 élèves, ou peut-être plus par rangée, j'ai déjà mes feuilles d'empiler les unes par-dessus les autres et j'aurai une procédure pour distribuer le matériel puis une procédure pour ramener. Je donne au premier de chacune des tables qui envoie le tout jusqu'à l'arrière et quand je ramasse ceux d'en arrière, envoie ça jusqu'en avant et celui de droite vers la gauche. Et ça roule, pas de perte de temps. Ensuite, l'enseignant, c'est ce que je viens de dire, effectue la distribution et la cueillette du matériel pédagogique de façon ordonnée. Ensuite, l'enseignement efficace. J'ai réalisé dans le cadre de ma thèse de doctorat avec Clermont-Gauthier une synthèse de la littérature scientifique sur quelles sont les meilleures méthodes d'enseignement, particulièrement pour les élèves en difficulté, en lecture, en écriture, en mathématiques, au primaire, au secondaire et même à l'éducation des adultes. Et on a été capable de montrer, et si vous voulez retrouver l'étude gratuitement sur Internet, indiquez Steve Bissonnette, RRAA, vous allez être capable de télécharger gratuitement l'étude dans son ensemble. Donc, on a été capable d'identifier qu'il y a 2 méthodes d'enseignement hyper efficaces pour les élèves en difficulté, mais aussi pour les élèves qui ont moins de difficultés. C'est d'abord et avant tout l'enseignement explicite, ce que vous faites dans les écoles pionnières. Et la deuxième méthode d'enseignement, on peut l'inclure dans l'enseignement explicite, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'enseignement réciproque. On place les élèves en binôme et on demande à un élève d'expliquer à son collègue ce que monsieur ou madame vient de faire avec une tâche semblable et ensuite nous allons intervertir les rôles. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons enseignement réciproque. Nous pourrions l'appeler enseignement mutuel, c'est la même chose. Et à partir de là, dernière étape, je veux savoir maintenant si tu es capable de faire les choses seul. Modelage, pratique guidée, pratique autonome, exactement comme je l'ai présenté sur le comportement. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, on le retrouve dans le référentiel qui a été déposé au ministère de l'Éducation et on a construit, Clermont et moi, un guide pédagogique qui essaie de transformer un ouvrage un peu plus théorique dans quelque chose d'un peu plus pratique en termes d'action pour les enseignants, les enseignantes. Alors, lorsque la prévention, malgré son usage adéquat, ne fonctionne pas, on ne peut pas tolérer l'intolérable. Donc, on doit mettre en place des interventions correctives, c'est-à-dire que fait-on lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves n'adopte pas les comportements désirés, malgré que la prévention a été réalisée et qu'elle a été réalisée correctement. Donc, la première des choses qu'on doit regarder lorsqu'on se parle d'intervention corrective, on doit avoir au niveau de l'école ce qu'on appelle une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeurs, c'est-à-dire dans quel contexte ou dans quel cas doit-on retirer un élève de la classe où il se trouve. C'est lorsque son comportement perturbe le bon déroulement de la salle de classe ou lorsque son comportement est illégal, dangereux ou illicite. Donc, à partir de ce moment-là, si on veut savoir qu'est-ce qu'on considère chez nous, dans notre école, comme étant un écart de conduite majeur, il faut d'abord qu'on s'entende sur une définition de ce qui est mineur, ce qui ne nécessite pas
un retrait de la classe et ce qui est majeur, ce qui implique un retrait de la classe. Donc, un écart de conduite majeur, c'est un manquement aux attentes qui ont été enseignées, qui nuit au bon fonctionnement de la classe, à l'enseignement du maître et par conséquent à l'apprentissage des autres élèves. Ça peut être un comportement dangereux, illégal ou illicite. Ça peut être un écart de conduite qui, au départ, était mineur, mais il se dégrade tellement qu'il finit par compromettre l'enseignement qui est en salle de classe. Un écart de conduite mineur, c'est un manquement aux attentes qui ont été enseignées, mais ça ne nuit pas à la classe ni à l'apprentissage des autres élèves. Ça dérange l'élève lui-même ou quelques élèves autour. L'élève parle avec le voisin. Ce n'est pas le même niveau de gravité que si un élève agresse un autre élève, là. Et nous n'interviendrons pas de la même façon dans ces cas-là. Donc, c'est important qu'on soit capable de bien comprendre c'est quoi un écart de conduite majeur, c'est quoi un écart de conduite mineur. Et naturellement, ces comportements-là peuvent se produire non seulement en classe, mais dans n'importe quel endroit où l'école est située, sur le terrain de l'école, dans les salles de bain, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'un élève adopte un écart de conduite majeur, celui-ci doit être retiré temporairement, bien sûr. On ne parle pas d'exclure l'élève de la salle de classe, mais il doit ad vitam aeternam, mais on doit le retirer temporairement de l'endroit où il se trouve parce que son comportement perturbe le bon déroulement de ce qui est en train de se passer ou que son comportement est dangereux, illégal ou illicite. Donc, vous avez un exemple à l'écran de ce qu'une école a réalisé en comité comportement. Dans leur école, voici les exemples les plus fréquents au niveau de ce qu'on appelle les écarts de conduite mineurs et les comportements qui ont été observés qui sont majeurs. C'est le premier exercice qu'on doit faire en équipe école. Qu'est-ce qu'on considère chez nous du mineur et qu'est-ce qu'on considère du majeur? Parce que les interventions ne seront pas de même nature. Quand c'est du majeur, l'élève est retiré. Quand c'est du mineur, c'est moi qui s'en occupe comme enseignant ou comme surveillant. Une fois que ça c'est fait, on peut proposer aux enseignants une dizaine d'interventions pour gérer le mineur. Je vous donne un exemple de ces stratégies-là, ce qu'on appelle le contrôle par la proximité. Je suis en train d'enseigner, je m'aperçois que monsieur ne fait pas ce qui est demandé. Le simple fait de s'approcher d'un élève sans même lui adresser la parole, l'élève va se dire « il ne vient pas me voir pour mes beaux yeux, là. Je dois être en train de faire quelque chose qui n'est pas adéquat. » C'est ce qu'on appelle le contrôle par la proximité. Un autre exemple, contrôle par le toucher, avec tout le respect que ça demande. Je me suis approché de l'élève continue, j'arrive à côté de lui, je mets la main sur son épaule et je continue mon enseignement. Je ne suis pas en train de m'adresser à lui, mais si je me suis approché et qu'il n'a pas compris, ça me prend quelque chose de supplémentaire. Mais il y a des élèves qui ne veulent pas se faire toucher et on doit respecter ça. Je mets la main sur son bureau. Je dois entrer dans sa bulle, mais je continue mon enseignement. C'est la raison pour laquelle les élèves en difficulté doivent être proches de moi et en quelques pas, je peux intervenir avec ce qu'on appelle des interventions indirectes. C'est des interventions qui me permettent de ne pas prendre la parole puis d'intervenir verbalement avec un élève et ça brise le tempo de ma leçon. Pierre, Jean, Jacques, non. Si les élèves sont proches et que je circule, je peux utiliser ce type d'intervention-là et il y en a d'autres qui sont également possibles. Si ces interventions-là n'ont pas permis à l'élève ou aux élèves d'adopter les comportements désirés, le comportement se détériore, ça devient un écart de conduite majeur. À ce moment-là, il doit y avoir dans l'école une politique très claire sur que fait-on lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves ou quelques élèves n'adoptent pas les comportements désirés et ont dérangé le bon fonctionnement de la classe ou que le comportement est illégal, dangereux ou illicite. Donc, ce que l'école doit faire, c'est de prévoir que fait-on si on retire l'élève de l'endroit où il se trouve. Donc, en comité comportement, voici une liste de questions à laquelle on doit répondre. Si l'élève est retiré de la classe, à quel endroit doit-il se rendre? Qui va l'accueillir? Si l'élève est en crise, qu'est-ce qu'on fait?
Quelle tâche on va lui donner? Est-ce que la tâche permet de réfléchir sur ce qui s'est passé? Qui va vérifier la tâche? Comment on réintègre l'élève en salle de classe? Qui appelle les parents? Dans quel cas on appelle les parents? Dans quel cas on fait une suspension de l'élève à la maison ou à l'interne à l'école? On doit essayer de prévoir ce que l'on doit faire si malheureusement un élève ou un groupe d'élèves n'adopte pas les comportements désirés pour essayer d'éviter l'improvisation. Quand on se rend à l'hôpital, à l'urgence, on ne veut surtout pas d'improvisation. C'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Les gens savent exactement ce qu'ils ont à faire. On devrait avoir exactement le même réflexe au niveau d'une école lorsqu'on voit des écarts de conduite majeurs. Et à partir du moment où le comité a essayé d'identifier ce que l'on fait lorsqu'un élève ou lorsqu'un groupe d'élèves commet des écarts de conduite majeurs, on place le tout sur ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Qui gère quoi? Je fais face à un écart de conduite. Première question à se poser. Est-ce que le comportement est de nature mineure ou c'est de nature majeure? Dans cette école-là, c'est une école secondaire, le comité comportement avait décidé que lorsque le comportement était majeur, mais de type illégal, l'élève, ou dangereux ou illicite, l'élève se rendait immédiatement au bureau de la direction. Et si la direction n'était pas là cette journée-là, un enseignant était nommé en responsabilité cette journée-là. Si le comportement était majeur, mais qu'il n'était pas de nature illégale, dangereux ou illicite, il y avait un local de prévu avec une personne et toute une démarche avait été pensée. Et si l'écart de conduite est mineur, à ce moment-là, le personnel utilise la dizaine d'interventions que je vous ai présentées précédemment, contrôle par la proximité, contrôle par le toucher, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, le comité comportement remet à l'ensemble du personnel une feuille recto-verso, où d'un côté, on a la classification mineure-majeure, et de l'autre côté, on a un arbre décisionnel. Et là, le personnel sait exactement comment je dois transiger avec des écarts de conduite. Si c'est mineur, c'est moi qui s'occupe de ça. Si c'est majeur, voici ce qui a été proposé. Et la question la plus importante qui me permet de passer d'un écart de conduite mineur à un écart de conduite majeur, est-ce que le comportement de l'élève dérange le bon fonctionnement de la classe ou si l'élève n'est pas en classe, du lieu où il se trouve? Si la réponse à ça, c'est non, je continue mes interventions. On essaie de retirer le moins souvent possible un élève de la salle de classe ou, si on n'est pas en classe, du lieu où l'élève se trouve. Ça prend un motif très sérieux pour priver un élève d'enseignement. C'est quoi un motif sérieux? Un écart de conduite majeur. Et chez nous, généralement, quand ce travail-là est fait, on remet aux parents qu'on rencontre en début d'année, on place le tout dans l'agenda scolaire, la classification mineure-majeure. Et on dit aux parents, si votre enfant adopte un comportement mineur, nous allons nous en occuper. Mais nous voulons vous informer que si votre enfant adopte un écart de conduite majeur, c'est-à-dire qu'il perturbe le bon déroulement ou que son comportement est illégal, dangereux ou illicite, tout de suite, on peut vous dire qu'il sera retiré temporairement de l'endroit où il se trouve et il sera pris en charge avec toute une série d'actions qui ont été pensées et réfléchies. Si on veut avoir une bonne idée de l'efficacité de notre système pour favoriser un climat positif et un environnement qui crée des conditions propices à l'enseignement et à l'apprentissage, tous les écarts de conduite majeurs devraient être compilés. C'est-à-dire, si vous retirez un élève de la classe et qu'une personne va le recevoir, si vous voulez que la personne qui reçoit l'élève soit capable d'intervenir avec lui ou avec elle, elle doit avoir un minimum d'informations sur ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'on appelle un billet de communication. Un bon billet de communication, il y a peu d'informations que l'enseignant doit écrire, c'est simplement cocher les choses, parce que quand on enseigne, je n'ai pas le temps de commencer à rédiger un rapport de 3 pages sur ce que l'élève a commis. Et à partir du moment où ces billets-là, et là, c'est pour les écarts de conduite majeurs, on ne fait pas ça pour le mineur, sinon on passerait notre vie à remplir des billets de communication. C'est pour le majeur. Et à partir du moment où ces billets-là ont été complétés,
on peut les entrer dans une base informatisée. Moi, je travaille avec une application qui s'appelle le baromètre comportemental. Et à chaque mois, le comité comportement dont je parlais va se réunir, on tient une rencontre annuelle et on regarde qu'est-ce que nos données comportementales nous indiquent. Est-ce qu'on a eu une augmentation ou une diminution des écarts de conduite majeurs entre le mois de novembre et le mois d'octobre? Si on a eu une augmentation, est-ce que ce sont 2 élèves qui sont responsables de 80 des écarts de conduite? Est-ce que c'est une classe en particulier? Est-ce que c'est un lieu? Gestion axée sur les résultats. On a besoin d'avoir des données pour être capable de bien identifier ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et si on s'aperçoit que de mois en mois, le nombre d'écarts de conduite majeurs diminue d'un mois à l'autre, à ce moment-là, on peut penser que le système qu'on a mis en place permet aux élèves de ne plus quitter la classe, donc ça devient un environnement qui devient propice à l'enseignement pour l'enseignant, mais aussi à l'apprentissage du plus grand nombre d'élèves. Donc, si je conclus avec une question qui est celle qui est la suivante, quels sont les éléments essentiels à retenir? Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. En fait, il y a quelques stratégies pour bien gérer les comportements. Nous devons miser à 80 du temps sur la prévention. Les interventions correctives auront beaucoup moins de succès si la prévention n'a pas été faite. Et généralement, à l'école, le réflexe de la punition est beaucoup plus rapide que le réflexe de la prévention. Donc, on établit des relations positives, on crée un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible. Comment? En enseignant les comportements désirés dans tous les lieux où les élèves peuvent se retrouver. Et quand les élèves adoptent ces comportements, on valorise les élèves qui adoptent ce qui est désiré. L'encadrement et la supervision constante des élèves, on circule en classe, on rappelle les règles, etc., etc. Une classe qui est bien organisée, c'est le mobilier, les procédures pour aller chercher, procédures pour distribuer du matériel et ainsi de suite. Et rappelez-vous que la 5e intervention, c'est un enseignement qui est efficace, c'est-à-dire un enseignement explicite auquel on peut incorporer un enseignement réciproque. Et au niveau correctif, c'est hyper important d'avoir une politique très claire dans chacune des écoles sur que fait-on lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves adopte un écart de conduite majeur. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, on doit essayer, dans la mesure du possible, d'éviter l'improvisation. Et lorsque les écarts de conduite sont mineurs, on peut utiliser différentes stratégies qui sont variées. Je vous en ai présenté 2, mais il y en a une dizaine de possibles, du contrôle par la proximité jusqu'à la rencontre individuelle avec un élève. Alors, tout ça se retrouve également dans le référentiel qui a été déposé auprès de votre ministère de l'Éducation. Et je vous dis merci. Après, on reprend pour 2h10. Oui. Pendant le temps de cours, les élèves réclament de partir aux toilettes. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on cède à un élève, c'est toute la classe qui veut sortir. Tout à fait. Oui. Et là, on dira qu'il y a une contamination. Voilà. Et on ne sait pas qui est vraiment pressé et qui ne l'est pas. Exact. Merci exact. beaucoup. Dans plusieurs écoles, et là je parle du Québec, Oui. je ne connais pas, je commence à connaître un peu vos écoles, mais pas suffisamment. Chez nous, la salle de bain, c'est au moment de pause. Point. C'est terminé. À moins que ce soit une situation exceptionnelle, l'élève est bleu, rouge, violet, et là je m'aperçois que ça ne va pas. Bon, on a besoin d'avoir notre jugement, mais en général, tu vas aux toilettes lors des moments de pause. Et entre-temps, no way Jose. Non, il n'en est pas question. Donc, ça règle en partie ce problème-là. Mais on a toujours des Steve comme moi qui essaient de se faufiler. Merci. Merci pour cette agréable intervention. Je rejoins l'idée de notre collègue. Même chose pour la prière. Nous sommes des musulmans. Parfois, les élèves nous demandent de sortir au milieu de la séance pour faire la prière. Si on refuse, généralement, il y aura l'étiquette que c'est comme si nous sommes des athées ou nous ne sommes pas des personnes qui respectent la religion. OK. Ce qui devient important dans ce cas-là, c'est
ce que vous amenez comme point devrait être un objet de discussion au sein de l'équipe école. Que fait-on pour éviter que moi je permets, le collègue ne le permet pas, un autre le permet une fois sur deux? C'est important qu'on harmonise nos façons d'intervenir avec les enfants. Quand le père et la mère disent la même chose, généralement, les enfants se comportent bien. Mais si une des deux personnes ne dit pas tout à fait la même chose et donne des permissions alors que d'autres n'en donnent pas, les enfants, là, à partir de l'âge de 3 ans, ils ont le cerveau gros comme une orange et ils sont capables de détecter à qui je dois demander. C'est clair. Donc, dans une école, il y a plusieurs mamans et des papas. Ça devient important de s'entendre. Peu importe la règle. Est-ce qu'on donne des devoirs ou on n'en donne pas? Moi, j'en donne, monsieur n'en donne pas, l'autre en donne moyennement. Et là, le parent arrive à l'école et nous dit, là, je voudrais comprendre votre façon de fonctionner, là. J'ai 3 enfants, un a des devoirs, l'autre n'en a pas, puis l'autre en a une fois sur 2. Pouvez-vous m'expliquer? Et là, généralement, la réponse qu'on donne, c'est non. On doit s'entendre ensemble. Une école, c'est une communauté, c'est une petite société et on doit s'entendre sur un minimum. Le but, ce n'est pas de robotiser ce que les enseignants vont faire, mais on doit s'entendre minimalement pour harmoniser nos pratiques, pour faire en sorte que les élèves vont vous dire « vous vous êtes parlé ». Quand les jeunes nous disent qu'on s'est parlé, qu'ils ont l'impression qu'on a un complot contre eux, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on dit la même chose. Parce que c'est ce qu'on est obligé de faire avec un élève ou un groupe d'élèves quand ça ne va pas. Moi, j'ai été directeur d'école au secondaire. Quand on avait un groupe ou des élèves qui dysfonctionnent, qu'est-ce que la direction fait? Je réunis les principaux intervenants et qu'est-ce qu'on se dit? Quelles sont les interventions qu'on va mettre en place auprès de ces élèves-là? On essaie d'harmoniser nos pratiques. Moi, je dis, pourquoi on fait ça quand ça ne va pas? Pourquoi qu'on ne le ferait pas avant? On aurait peut-être moins de problèmes après. Donc, que ce soit la prière, que ce soit la salle de bain, peu importe. Quand vous avez des enjeux que vous trouvez importants, ça devrait être des sujets de discussion. Et on essaie de s'entendre sur une façon de procéder. Bonjour déjà. Oui, bonjour. Donc, c'est très intéressant ce qu'on vient ce que vous avez présenté là. On vous comprend parfaitement. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut instaurer un automatisme à l'école, même Oui. pas en classe. Oui. Et c'est vrai que tous les enseignants ainsi que la direction aussi, tout le monde doit se mettre sur la même ligne pour ce qui est consigne, pour ce qui est règles, pour ce qui est... Tout ça, on est bien d'accord. Oui. Même pour la gestion de comportement et tout. Le problème, ce qu'il y a dans notre système marocain, c'est que maintenant, on a switché vers l'école inclusive. Oui. Et du moment qu'on a switché vers l'école inclusive, ça veut dire que j'en suis sûre que tous les enseignants, enfin pas tous, mais la plupart des classes, Oui. ils ont des élèves, on va dire, à... Besoins particuliers. C'est ça, besoins particuliers. Que ce soit TDAH, que ce Oui. soit des élèves de comportement, Oui. difficultés de comportement, ou Oui. bien des difficultés... un peu plus poussé. Ça veut Tout à dire fait. même le spectre d'autisme chez nous, Oui. c'est pas vraiment, les élèves, ils ne sont pas vraiment vers... c'est un peu poussé quand même. Oui, oui. Et puis, en ce cas-là, on a des règles à instaurer, on les instaure tous ensemble. Oui. Et parfois, on fait passer des choses pour des élèves, parce qu'on comprend logiquement Oui. qu'ils ne peuvent pas se... Voilà. Oui. Et ces choses-là, on les respecte pas, enfin, on les accepte pas pour les autres, alors qu'ils sont tous dans une même classe. C'est vrai que les élèves, ils comprennent que c'est un peu différent, mais quand même, là, on parle des tout petits, des jeunes. À la limite, le secondaire, et puis ce dit lycée, ils peuvent comprendre, Oui. mais pour les élèves de primaire, c'est Oui. un peu chaud quand même. Oui. Et du coup, là, on rebouscule vers une classe Oui. où les règles ne sont pas respectés par tout le monde, Exact. même si au départ, ils étaient pensés, travaillés, Oui. faits Oui. avec tout le monde. Tout à fait. Aussi, c'est vrai que une chose que je vais rajouter, c'est que
Ces règles-là, ils sont instaurés en classe, oui, instaurés dans toute l'école, oui, Oui. mais c'est aussi grâce aux élèves. Ça veut dire que les élèves, ils ne vont pas seulement subir, mais que les élèves, eux aussi, ils peuvent avoir cette casquette-là de voir est-ce que tel ami a bien... Voilà, donc on va dire que des policiers élèves peut-être en cours, ça fait des responsabilités. Oui, des bons médiateurs. C'est ça, des médiateurs, des responsabilités qui se jouent. Oui. Mais on revient toujours vers ce petit problème Oui. que c'est pas vraiment facile de faire ça du moment que la classe n'est pas vraiment homogène. Oui. Ce que vous venez de Et merci décrire, beaucoup. on vit exactement la même chose chez nous. L'intégration des élèves à besoins particuliers est de plus en plus favorisée dans l'ensemble des systèmes éducatifs. C'est important de savoir que ce programme-là, lorsqu'il est implanté, permet de rejoindre environ 80 des élèves d'une salle de classe. Donc, il va rester un 20 d'élèves pour lesquels, malgré, et là, je ne vous ai même pas présenté toutes les stratégies, mais admettons que quelqu'un fait la perfection. Ce n'est pas vrai que 100 des élèves vont se comporter de la bonne manière. Il n'y a aucun programme, aucune approche documentée par la recherche qui permet ça. C'est la raison pour laquelle le système que je vous ai présenté propose 3 paliers d'intervention. C'est-à-dire, le palier que je vous ai présenté s'adresse à l'ensemble des élèves. Mais vous avez raison, il y a des élèves pour lesquels, malgré tout ce que j'ai fait, ce n'est pas suffisant. Donc, on va devoir, par exemple, regrouper des élèves qui ont des problématiques communes et leur donner une intervention de ce qu'on appelle deuxième palier. Je vous donne un exemple concret. Il y a des élèves qui n'ont pas appris à gérer leur colère. Bon, l'enseignant, là, en salle de classe, malgré sa bonne gestion de classe, il n'a pas le temps de commencer à enseigner à 6 ou 7 élèves de sa classe un programme pour gérer la colère, mais quelqu'un doit s'en occuper parce que si on ne le fait pas, ce qui n'est pas enseigné ne peut pas être appris. Donc, si ces enfants-là ne reçoivent pas une intervention qu'on appelle supplémentaire de deuxième palier bien ciblée, ils n'apprendront jamais à bien gérer leur colère. Et dans certains cas, même si on le fait, il y a des élèves qui vont avoir des besoins encore plus particuliers. Et là, on s'en va au 3e palier. Et là, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait des problématiques qui dépassent largement ce qu'on peut penser, là. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, syndrome X, Y, Z. Et là, ça devient chez nous, c'est ce qu'on appelle des plans d'intervention, c'est-à-dire des mesures particulières parce que le premier palier, ça n'a pas marché. On a ajouté le deuxième, ça n'a pas marché. Mais là, on doit se rendre vers des mesures très, très, très particulières. On vit exactement la même chose, mais c'est un défi pour un enseignant en salle de classe. Merci. Merci, professeur. C'était excellent. Vous nous avez parlé des comportements majeurs et mineurs et de la proportionnalité de la prévention versus, disons, correction. 80-20. Que pourriez-vous nous dire de l'énergie, de l'effort et de l'énergie qu'un enseignant est invité à déployer en classe pour être plus dans le préventif que dans le correctif? Est-ce qu'elle n'est pas inversement proportionnelle? Autrement dit, est-ce qu'un enseignant bien ordonné pourrait faire 20% de ses efforts à faire du préventif, alors que s'il se contentait du curatif, il devrait quadrupler d'efforts et faire 80% d'efforts? Moi, j'appelle ça souvent l'effet airbag. Quand un enseignant est capable de dominer l'assistance gentiment, mais par son charisme, et de remplir l'espace classe, avec son 1 mètre cube se transformer en 30 mètres cubes de la classe, eh bien, il ne fait pas énormément d'efforts, mais il prévient. Il prévient et ça fait beaucoup moins d'efforts. Est-ce qu'il n'y a pas cette inversion de proportionnalité entre la provision, ce qu'il fait, et l'outcome? Vous avez tout à fait raison, mais l'effort à faire, il est particulièrement en début d'année. Quand on dit, par exemple, aux enseignants qu'on doit enseigner les comportements, même chez nous, c'est loin d'être une pratique usuelle. Ils ne l'ont pas appris à l'université et ni en formation des maîtres. Donc, pour eux, c'est de la nouveauté. Donc, si c'est nouveau, ça peut prendre quelques essais
et des efforts avant de commencer à mieux voir les choses. Mais à partir du moment où c'est installé, que les routines sont en place, ce que vous venez de dire,